Merci Alain Sylvestre de nous parler du cartilage. Bonjour à toutes et tous, merci de m'avoir invité. Donc je vais vous parler de l'activité physique et du cartilage. Est-ce que l'activité physique est bonne ou pas bonne pour le cartilage? Vous allez voir que ça dépend de l'activité physique justement. Bon, je passe vite parce que Rémi a pratiquement tout dit. Donc j'avais fait un petit rappel sur le cartilage. Donc comme vous l'a dit Rémi, hein, il y a très peu de cellules, il y a 3% de chondrocytes, il y a 80% de collagène et d'aggrécanes qui sont des protéoglycanes. Voilà. Et vous avez... alors il faut que je me serve de ça là. Comment ça marche ce truc? Ah ouais, voilà. Donc vous avez ici... Bon, vous avez ici les fibres de collagène déshydratées. Vous voyez la structure collagénique du cartilage. C'est essentiellement une espèce de grand mur de collagène avec des fibres qui s'incurvent et qui s'horizontalisent à la surface. Et comme l'a dit Rémi, il ne faut pas oublier que c'est un tissu avasculaire, donc il n'y a pas les moyens de se réparer puisqu'il n'y a rien qui apporte des outils de réparation. Il en est de même pour le ménisque. Il ne faut pas oublier que dans le genou, il y a un ménisque et que le ménisque, on dit que c'est un fibrocartilage, certes, mais c'est un cartilage qui n'est pas tout à fait de la même structure, mais il y a aussi les chondrocytes et il y a aussi du collagène de type 2. Et tout ça, comme vous l'a dit Rémi, l'homéostasie du cartilage est liée à un équilibre entre les mécanismes de dégradation sous l'influence des cytokines destructrices et les mécanismes de reconstruction avec les cytokines modulatrices et les facteurs de croissance. Donc je passe assez rapidement. On s'est rendu compte ces dernières années, là, sur les travaux sur la physiopathologie de l'arthrose, que finalement le cartilage n'était pas un tissu passif, mais que c'était un véritable tissu mécanosensible, et il existe une relation directe entre la biomécanique et la trophicité du cartilage. Donc en fait, en fonction des contraintes qui sont appliquées au cartilage, les chondrocytes sont capables de moduler soit la fabrication de matrices extracellulaires, soit de changer de phénotype et d'aller vers de la dégradation. Voilà, vous avez toutes les protéines connues sur la balance là, qui agissent. Alors maintenant, qu'en est-il de l'activité physique et du cartilage? Alors d'abord, l'immobilisation, est-ce que c'est bien, pas bien? Les premiers travaux qui ont été faits sur le cartilage, justement, ont été faits sur l'immobilisation. Ça a été fait sur des animaux, donc il y a eu plusieurs modèles. Et donc, on a observé qu'au bout de 6 semaines, ça commençait dès la première semaine, et pendant 6 semaines, il y avait une dégradation du cartilage quand il était totalement immobilisé, qu'il n'y avait plus de contraintes. Et donc, on avait des lésions d'arthrose avec une diminution des protéoglycanes, des lésions microscopiques de la structure et puis une baisse également du collagène. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'immobilisation, c'est réversible au bout de 6 semaines, mais si vous bloquez une articulation pendant plus de 7 semaines, ensuite on arrive dans des lésions d'arthrose irréversibles. Donc ça, c'est hyper important. C'est pour ça que ces dernières années, vous avez vu, maintenant on immobilise quand même de moins en moins les articulations, y compris en post-opératoire et tout, parce que c'est très très délétère. Donc maintenant, qu'en est-il de l'activité? Donc le sport chez l'humain et l'activité physique. Alors il y a des études de Renou là, qui ont bien montré que quand on appliquait des contraintes importantes et répétées chez les animaux, et qu'ensuite on faisait de l'histologie derrière, on avait des lésions d'arthrose qui apparaissaient assez vite avec, toujours pareil, désorganisation de la matrice, diminution de l'épaisseur, diminution du contenu en protéoglycanes et en collagène. Par contre, si on applique des contraintes modérées, c'est plutôt bénéfique. Donc ça dépend de la force des contraintes appliquées. C'est normal puisque comme le chondrocyte est mécanosensible, si on lui tape trop dessus, il se braque un petit peu, il réagit en faisant des mauvaises cytokines, et si on le stimule doucement, il fabrique de la matrice. Alors pour le sport et le cartilage chez l'homme, donc il y a une revue de la Mayo Clinique là. Donc vous voyez, si on prend une population normale, il y a 20% de lésions isolées du cartilage chez l'ensemble de la population, et chez les gens de moins de 40 ans, il n'y a que 5% de lésions isolées du cartilage, c'est-à-dire c'est de la population qui fait
une activité douce, régulière, pas de sport agressif et tout. Les athlètes, déjà, c'est plus pareil. Alors, les athlètes, c'est des moins de 40 ans. Donc, vous voyez qu'au lieu de 5% chez les non-athlètes, on passe à 36 à 60% de lésions du cartilage. Donc, on peut déjà se dire que l'activité physique un peu intense n'est pas si bonne que ça pour le cartilage. Et donc, ensuite, il y a eu plusieurs études, celle de Ross, par exemple, qui ont calculé la prévalence de la gonarthrose chez les footballeurs ou chez les non-footballeurs. Vous voyez, footballeurs professionnels, 16% d'arthrose, les amateurs, 4% parce qu'ils ont une intensité moindre, et les non-footballeurs, 1,5%. Donc là aussi, c'est assez édifiant comme résultat sur les contraintes que peut exercer les sports comme le football sur le cartilage et les lésions qui en résultent. Là, c'est une étude de Gelber qui a pris 1321, donc il y a des grandes cohortes, 36 ans de suivi. Ils ont calculé l'incidence cumulative de l'arthrose à 65 ans. Et donc, ceux qui avaient eu une blessure du genou, genre une entorse, un gros trauma et tout, à l'adolescence ou à l'âge adulte, 14% avaient une arthrose, 6% par rapport à 6% pour ceux qui n'avaient pas eu de truc. Donc, ils ont calculé un risque relatif de l'arthrose par rapport au traumatisme de 5,17 pour le genou. C'est-à-dire que quand vous avez eu un trauma du genou, vous avez 5 fois plus de risque d'avoir de l'arthrose que quand vous n'en avez pas eu. Et de 3,5 pour la hanche. En général, c'est toujours fait sur les membres infs, et donc c'est hanche et genou. Une autre cohorte intéressante de 2500 ex-athlètes finlandais, 20 ans de pratique, de recul. Donc là aussi, 2 fois plus d'arthrose de la hanche ou du genou que les témoins parianage, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas fait d'activité physique intense. Donc ils ont calculé des risques relatifs, pareil. Pour la course, c'est 1,73. Pour le sport de piste et de terrain, quand ça glisse à peu près, c'est 1,90. Et les sports de force, là où on commence à avoir des impacts et tout, on passe déjà à plus de 2. Donc là, c'est pareil, une cohorte pour les sportifs avec 20 ans de recul. Donc vous voyez, les ex-footballeurs, donc ils ont calculé le risque relatif. Pour l'arthrose de hanche, 2 fois plus de risque. Pour l'arthrose du genou, pratiquement 3 fois plus de risque. Si on prend les athlètes hors football, le risque pour la hanche, c'est pareil, 2,5, et pour le genou, 3,5. Donc c'est le genou qui est le plus atteint dans les risques. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Donc c'est un peu ce qu'a dit Rémi qui vous a expliqué, c'est qu'en fait, les excès d'impact répétés, alors surtout en charge et en rotation, donc on le sait, c'est tous les sports pivots et les sports de course et tout ça, sont directement nocifs pour le cartilage. Et chez l'animal, si on sollicite avec des impacts répétés en force et en rotation, on s'aperçoit qu'il y a des véritables lésions d'arthrose avec une dégradation de la matrice et puis l'apparition de fissures de plus en plus importantes et puis jusqu'à du grade 4 où on arrive à mettre à nu l'os sous-chondral. Alors, je vais répéter un peu ce qu'a dit Rémi, mais c'est important parce que ça permet de déboucher sur les nouvelles thérapies. Donc, en fait, comment ça marche? Donc, c'est assez simple, finalement. C'est dès qu'il y a une fissure du cartilage, les chondrocytes qui sont dans la zone fissuraire vont changer de phénotype et au lieu de fabriquer de la matrice, il vous l'a bien expliqué, ils se mettent à fabriquer des cytokines inflammatoires ou pro-inflammatoires et des métalloprotéases qui sont des collagénases. Et là, ça va encore plus affaiblir la matrice qui va être encore plus sensible aux contraintes. Et donc, c'est le cercle vicieux. Voilà, ça marche comme ça. Donc ça a été parfaitement étudié sur des études in vitro, in vivo chez l'animal et tout. Maintenant, il n'y a plus tellement de discussions là-dessus. C'est admis par la communauté scientifique. Donc, vous voyez, une matrice normale, on a du collagène bien organisé et tout. Dès qu'on commence à appliquer des contraintes un peu importantes, on est dans la situation 2 du milieu, on a une perte de protéoglycanes et on commence à avoir une matrice qui est moins résistante aux contraintes. Et puis ensuite, si on continue à appliquer les contraintes, les brins de collagène et de protéoglycanes se lisent, et donc la structure se délite et on arrive à des fissures de plus en plus importantes. Vous avez un exemple d'arthrose induite chez la souris en lui déstabilisant l'articulation. Et c'est pareil pour le ménisque.
C'est pour ça que je vous disais, le ménisque, on dit que ce n'est pas du cartilage hyalin, mais ça agit exactement comme le cartilage en ce qui concerne l'induction des cytokines inflammatoires et des métalloprotéases, parce qu'il y a des chondrocytes dans le ménisque, et quand il est fissuré, le ménisque, il réagit comme le cartilage abîmé, et il fabrique des cytokines et des enzymes dégradant la matrice. Cette étude, je voulais vous la montrer parce qu'elle est intéressante. Donc, c'est dans les grandes cohortes internationales sur l'arthrose. Donc là, ils ont fait un suivi de 4 ans chez les patients qui avaient une IRM du genou. Et ils ont regardé quand il y avait une anomalie de signal. Donc là, vous voyez ici une petite anomalie de signal du cartilage. Là, c'est pas très important. Qu'est-ce que ça devient au bout de 4 ans? Ça devient une véritable fissure. Parce qu'un IRM, dès qu'il y a une anomalie de signal, ça veut dire que vous avez une altération de la matrice, en gros, voilà, quelle qu'elle soit. Donc on commence maintenant avec des séquences un peu spécifiques en T2 mapping, etc., à pouvoir quantifier la matrice extracellulaire et donc à pouvoir mesurer directement la chondromalacie avant que les lésions apparaissent. Donc vous voyez que quand il y a des anomalies de signal du cartilage, à 4 ans, pratiquement 60% finissent par aboutir à une lésion, contre 3% ou 4% quand il n'y a pas de lésion. Donc ça veut bien dire que l'évolution, elle se fait dans ce sens-là et elle est assez inéluctable, malheureusement. Voilà, donc si vous prenez une lésion, par exemple, standard de rotule, vous la suivez pendant 3 ans, vous voyez l'évolution de la lésion. Malheureusement, ça ne va jamais dans le sens inverse à se réparer. Et les grandes cohortes, maintenant, ont montré qu'à peu près, quand il y avait des lésions, on avait une perte chondrale de 5% par an, alors que chez les gens sains, il n'y avait pas de changement du cartilage quand il n'était pas laissé. Donc, en gros, quand on prend toutes les études et la communauté scientifique, on peut admettre maintenant, avec un niveau d'évidence scientifique élevé, que l'activité est un véritable facteur de risque pour l'arthrose du genou et de la hanche, et que ce risque est corrélé avec l'intensité et la durée du niveau d'exposition au sport. Donc les plus importants sont les traumatismes articulaires, et que, en gros, quand on a 20 ans d'exposition à des sports un peu agressifs, on a une chance d'avoir 2 ou 3 fois plus d'arthrose que ceux qui n'en ont pas fait. Il y a d'autres facteurs de risque, comme l'a dit Rémi, obésité, etc., qui augmentent le risque et qui se croisent avec ce risque-là et qui génèrent encore plus de risque d'avoir de l'arthrose. Voilà, donc c'est résumé sur cette diapo. Et vous voyez, par rapport à l'obésité, les traumatismes en ce qui concerne le genou, c'est quand même beaucoup plus important, c'est pratiquement 4 que l'obésité ou même les désaxations. Alors les désaxations, ça joue un peu comme le sport, puisqu'en fait c'est des contraintes excessives qui sont sur un compartiment, et évidemment la chondrolyse, elle ne se fait jamais sur le compartiment, il n'y a pas de contrainte, elle commence toujours par le compartiment. Donc si on croise tout ça, le pire c'est un obèse qui se met à courir avec des genoux varums. Donc là, ça va mal se passer très vite. Voilà, donc en fait maintenant c'est admis, je vous le disais, Rémi l'a dit, donc l'histoire naturelle de l'arthrose, c'est des contraintes excessives qui engendrent des micro-lésions du cartilage, alors que ça soit sur des axes normaux, des axes pas normaux, des obèses ou pas obèses, mais le primum movens, ça semble vraiment être la lésion chondrale initiale qui va engendrer le cercle vicieux. Donc vous l'avez ici, vous avez des forces mécaniques qui s'appliquent sur la matrice, qui vont aller contraindre le chondrocyte, qui va fabriquer des cytokines, et ensuite ça va engendrer tout le cercle vicieux, comme vous l'a dit Rémi, avec les ostéoclastes, les synoviocytes, et tout ça, ça tourne de plus en plus, et ça finit par aboutir à une arthrose maladie, puisque maintenant il faut appeler ça comme ça, qui est une maladie inflammatoire de faible intensité, et de longue durée. Voilà. C'est une vraie maladie inflammatoire, même si elle est de faible intensité, c'est une maladie inflammatoire. Alors qu'en est-il pour le patient arthrosique et l'activité? En fait c'est pareil, s'il a des contraintes qui ne sont pas trop importantes, donc on se base cliniquement sur la douleur,
si l'activité ne génère pas de douleur, qu'elle soit sportive ou professionnelle, il peut continuer son activité. Et au contraire, ça a plutôt tendance à être bénéfique. Par contre, toutes les activités douloureuses sont proscrites parce que sinon, on va continuer à alimenter le cercle vicieux. Évidemment, il faut lutter contre l'obésité, les désaccessions, les instabilités, tout ça. Mais ça, c'est l'affaire des chirurgiens pour ce qui est pas de l'obésité, mais du reste. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que l'activité physique intense ou au contraire l'immobilisation prolongée sont nocifs pour le cartilage. Que chez l'homme, les sports qui génèrent beaucoup de contraintes sur le genou ou la hanche favorisent nettement l'arthrose des membres inférieurs. Par contre, à contrario, les exercices doux et la mobilisation passive ont une action bénéfique sur le cartilage, donc tout l'intérêt aussi de la rééducation fonctionnelle douce et adaptée. Voilà, je vous remercie. Bien, merci, merci Alain. Donc en gros, si j'ai bien compris, il vaut mieux que je fasse un petit footing autour des quais une fois par semaine qu'un ultra trail autour du Mont Blanc tous les 6 mois. Ouais, et même mieux, il vaut mieux que tu fasses de la marche tous les jours, 30 minutes, d'ailleurs c'est préconisé par les cardios pour le reste, plutôt que d'aller faire ton footing une fois par semaine, parce que si tu ne fais rien de la semaine et que tout d'un coup tu te mets à courir, c'est pas très bon pour la physiopathologie de l'articulation, parce qu'il va y avoir des contraintes tout d'un coup qui vont être excessives. Donc c'est pas très physiologiquement, c'est pas très bon. Alors je sais que moi j'essaye d'avoir ce discours auprès de mes patients. Ils bondissent et tout parce qu'ils veulent courir et tout. J'ai beau leur dire essayez de faire du vélo, de la natation, de la marche. C'est moins sexy, ça les excite moins. Mais il faut essayer d'aller vers ces discours-là parce que on le voit, hein, c'est net. Hein, les gens qui font beaucoup de courses et tout, nous on fait des IRM. Il n'y en a pas un à partir de 30 ans qui a un cartilage normal. Hein. C'est quand même édifiant. Voilà. Okay. Et pour répondre, parce que je ne peux pas l'empêcher, je suis désolé, mais pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est énormément débattu et pour le moment, il n'y a pas d'études bien faites et tout, mais vous avez compris que pour essayer de lutter contre cette maladie, il faut avoir plusieurs molécules qui agissent et interagissent sur les cytokines inflammatoires et les métalloprotéases. Et il se trouve que dans les plaquettes, donc dans les concentrés plaquettaires, on a toutes ces molécules. Donc c'est un peu pour ça que quand on fait des études relativement bien menées, on s'aperçoit au moins sur le plan subjectif, avec des indices de VOMAC et des indices IKDC, qu'on a à 1 an ou 6 mois de bons résultats, de bonnes réponses sur la mobilité, parce qu'on est vraiment dans cette physiopathologie. Alors on a encore, très honnêtement, on a encore plus de questions que de réponses sur les doses de PRP qu'il faut mettre, etc., le schéma thérapeutique et tout. Et ensuite, il va falloir bientôt y ajouter des cellules souches et des progéniteurs tissulaires et tout ça. Mais c'est ça la voie de l'avenir. Voilà. Et la voie d'avenir, c'est aussi d'être conscient que quand on a des patients jeunes qui ont des lésions de chondropathie, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, vous êtes fait mal au genou, allez faire une IRM. OK, l'IRM revient, petite lésion de grade 2. On dit, bon, voilà, on vous reverra dans 10 ans, si ça ne va pas mieux, quoi. Je crois que bientôt, il va falloir se dire, bon, il faut commencer à les traiter sérieusement avec toutes ces nouvelles thérapies, parce que sinon, on va initier le cercle vicieux, et puis dans 10 ans... alors ça, c'est pas bon pour les chirurgiens, parce que si on fait ça, il n'y aura plus de prothèses. Mais tant pis, ils se mettront à faire autre chose. Hein. N'allez pas trop loin. Hein. J'ai une autre question aussi, c'est qu'on parle d'activité sportive chez les enfants. Ouais. Comme étant plutôt bénéfique, avec alors je ne sais pas où est la limite, mais que ça constitue un capital de cartilage qui est ensuite bon une fois qu'on arrive à passer un âge et qu'on va vers la dégénération progressive. Tu as déjà entendu parler de ça? Sur le plan physiopathologique, il n'y a pas eu d'études faites sur ça chez l'enfant, mais si on regarde la physiopathe, effectivement, les enfants qui restent devant leur console, scotchés devant l'écran et qui font rien, c'est pas très bon pour le cartilage. Vous avez vu, c'est un peu avec l'équivalent d'être immobilisé. Les enfants qui ont une activité physique, genre qui font un peu de vélo, par contre, je pense que la compétition à outrance chez les enfants, comme on le voit de plus, hein, d'ailleurs on le voit, hein. Moi j'ai suivi quand j'étais à Marseille les jeunes du centre de formation de l'OM, donc on les prenait à 12 ans,
et on leur faisait faire du foot pour essayer de devenir professionnels. À 18 ans, il y en avait 94% qui étaient out parce qu'ils étaient blessés, et blessés du genou pour la plupart, voilà. Et qui ne pouvaient plus espérer, parce qu'ils faisaient trop là, ils faisaient trop, et on le voit, les enfants qui font trop de sport, c'est pas très bon, et d'ailleurs, vous regardez les sportifs de haut niveau qui ont fait énormément de sport, alors pour les sports comme le foot, le rugby et tout, ben, à 30 ans, ils ont des genoux qui sont quasiment défoncés, quoi. Donc oui, l'activité physique, oui, de toute façon, il faut qu'on fasse de l'activité physique. On est programmé pour ça, mais sans contrainte excessive. Donc les sports violents, comme pour les articulations, comme le foot, le rugby et tout, ben, c'est pas très bon. Alors après, c'est vrai que c'est sympa de jouer au rugby. Au foot, un peu moins, mais bon. Ok, bon, des questions ? J'ai deux questions. La première, bon, quand on voit un patient en cabinet avec pas trop de douleur du genou, une IRM, avec un début de lésion, hypersignal, qu'est-ce qu'on lui propose? Parce que si on sait que dans 4 ou 5 ans, on va avoir une dégradation considérable, on va lui dire, mais, parce qu'on va l'affoler là, mais on va lui proposer quelque chose. Alors, quel est notre rôle de conseil? Moi je pense qu'actuellement, avec ce qu'on sait, quelqu'un qui a pas trop mal, on ne va pas commencer à trop les médicaliser, mais par contre, il faut leur conseiller d'avoir une activité, de changer leur activité. S'ils ont des lésions du cartilage, il faut leur expliquer. Alors après, vous allez voir, ils sont très réfractaires, mais je pense que c'est notre devoir de leur dire, écoute, tu commences à avoir des lésions du cartilage, si tu continues à faire ton marathon et des trucs comme ça, là, ça va mal se passer, quoi. Donc tu prends tes responsabilités, mais si tu veux préserver ton capital cartilagineux pour la suite, il faut que tu fasses des activités plus douces. Donc, les activités douces, c'est la marche, puisqu'il n'y a pas d'impact dans la marche. Quand on marche, on a toujours un pied posé, donc c'est pas comme dans la course où à un moment donné on est en l'air et on retombe et là il y a des impacts. Donc la marche, le vélo, la natation et éventuellement l'aviron. L'aviron c'est bon aussi, puisqu'on est... voilà. Après, c'est vrai que ça fait moins rêver les gens. Est-ce que dans le cas que vous nous avez montré, la première lésion où il y avait un hypersignal IRM et qui a dégénéré en 4-5 ans vraiment de façon considérable, si on avait fait une prévention à ce moment-là, ça aurait été... Est-ce qu'on peut... Enfin, alors, idéalement et théoriquement, oui, sauf qu'on n'en est pas encore là. Donc, moi, pour le moment, je ne traite que les gens qui ont une symptomatologie. Donc si je fais une IRM qui a des lésions du cartilage qui ont pas trop mal, alors des fois on fait des IRM pour autre chose, vous voyez, un mec qui s'est tordu le genou, c'est contingent sa douleur de l'entorse, mais c'est pas une douleur chronique qu'il avait. Je leur conseille de faire attention à ce qu'ils vont faire pour pas abîmer, mais je les traite pas encore. Mais je pense que dans 10 ans, 15 ans, ça sera différent. Mais pour le moment, on traite que les gens symptomatiques. Vous savez, on dit on ne traite pas des images, mais les patients, bon, on en est là, mais peut-être qu'un jour, il faudra faire plus de prévention, parce que là, on n'est plus dans le traitement, mais on est dans la prévention, et il faudra faire plus de prévention. Et la deuxième question, c'est l'alimentation. Je crois qu'on ne parle pas du tout d'alimentation. Bon, bien sûr, pour les obèses, mais pour le patient lambda, l'alimentation joue un rôle important. Est-ce qu'on a une action sur le cartilage dans l'alimentation? Alors, le problème des laitages, c'est la question qui revient régulièrement auprès de nos patients. Non, alors, bon, pas bon. Il y a Rémi qui est là qui pourra en parler aussi. Je pense que tout ça, vous savez, quand on mange de façon... Si on mange bien, on mange de façon équilibrée pour alimenter le métabolisme de l'ensemble du corps. Mais il n'y a pas des produits qu'on peut avaler qui vont aller spécifiquement sur le cartilage. Donc, toutes les poudres de perlimpinpin qu'on vend, là, y compris les poudres d'escargot, machin, par Perros, je pense que c'est... bon, c'est non. Rémi, t'en penses quoi sur l'alimentation? Il n'y a rien de montré, rien de prouvé des protéines ou des choses comme ça. Enfin, est-ce que les protéines animales ont un effet délétère sur les articulations ou est-ce que protéines de façon générale ou je sais pas. Non, mais après, c'est un peu ce qu'a dit Rémi sur l'obésité. Ce qui est délétère, c'est l'obésité, parce qu'en fait, quand il y a une obésité, il y a une inflation du tissu adipeux, et le tissu adipeux se comporte comme un organe paracrine
qui fabriquent des cytokines pro-inflammatoires circulantes, et là, elles vont partout. Et elles ont un tropisme particulier pour le cartilage, et elles vont dégrader ça. Donc, lutter contre l'obésité, oui. Après, très honnêtement, moi, j'ai rien lu et j'ai rien vu sur de l'alimentation spécifique qui pourrait être plutôt bénéfique pour le cartilage et empêcher l'évolution vers une arthrose. Moi, j'ai rien lu là-dessus. Moi, je travaille avec des Canadiens, ils sont assez axés là-dessus et sur l'hydratation, parce que c'est la première des choses qu'ils demandent aux patients, c'est ce que vous buvez. Oui, mais après, c'est de l'hygiène globale. Oui, voilà. Mais pour la réponse spécifiquement sur le cartilage, non, il n'y a rien de publié sérieusement et de validé. Après, il y a des équipes qui cherchent dans tous les sens, parce que de toute façon, sur le plan de la santé publique et des coûts que ça va engendrer avec le vieillissement de la population, tout le monde se rend compte que c'est une bombe à retardement qui va nous péter à la figure. En Europe, en 2030, il y aura 50 millions de patients susceptibles d'être traités pour arthrose. 50 millions. Donc il vaut mieux se bouger un petit peu avant. Et ça sera nous en plus. C'est pour ça que je fais plus de sport. C'est bon ? Bonjour. Et l'intérêt d'une viscosupplémentation précoce? D'une viscosupplémentation précoce? Oui. Donc les visco-inductions, là, les trucs comme ça? Voilà, ou quand il commence à avoir des lésions de cartilage, même on va dire indolores, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une visco justement pour limiter les contraintes en fait? La visco, franchement, il faut abandonner l'idée que de mettre de la visco dans un genou, ça va faire une espèce d'effet atténuant. Non, ça marche pas comme ça. C'est de la chimie, c'est pas de la mécanique. Donc c'est un peu ce que disait Rémi. C'est pas très logique d'aller mettre une seule molécule. Vous voyez que c'est tout un ensemble de molécules et de cascades et d'interrétroactions moléculaires qui agissent. Donc si on tape sur une molécule, on va peut-être bloquer une voie, mais à côté il y a tellement de voies qui s'activent que ça me semble totalement illusoire. Donc il faut essayer d'avoir des thérapies avec des molécules qui interrétroagissent et qui soient le plus physiologiques possible. Juste rapidement, je voulais savoir du coup quel est l'état des connaissances sur la prédisposition génétique à l'arthrose. Quels sont les, pardon? L'état des connaissances sur la prédisposition génétique du coup à l'arthrose. Est-ce qu'on sait quelque chose là-dessus? Rémi est plus calé que moi là-dessus. Alors, effectivement, il y a une prédisposition génétique puisqu'il y a des familles qui vont être sujets à la polyarthrose précoce. Donc il y a des anomalies de certains gènes du collagène de type 2, qui est le collagène constituant la matrice extracellulaire du cartilage. Donc il y a des mutations sur ces gènes qui ont été... donc il y a 3 mutations à ma connaissance qui ont été individualisées. Il n'y a aucun intérêt à les chercher en pratique, c'est de la recherche clinique. Mais effectivement, il y a une prédisposition génétique. Il y a des gens qui ont un cartilage fragile parce qu'il est de mauvaise qualité, génétiquement, et c'est génétiquement programmé. Ce sont des gens que vous allez voir avec des arthroses assez phénoménales dès 30 ans. Ce ne sont pas des arthroses post-traumatiques qui touchent qu'une seule articulation qui a été lésée, ou ce ne sont pas des gens forcément qui ont eu une activité physique très importante jeune. Ce sont des gens qui sont lambda et qui ont une arthrose assez phénoménale qui peut toucher bien sûr les mains, une polyarthrose des mains, mais aussi les articulations portantes, les épaules. Voilà, donc, est-ce qu'on peut du coup essayer d'accentuer plus la prévention sur les gens qui auraient... Ce type de patients, si on les repère jeunes, qu'on trouve déjà des lésions, il faut les amener à corriger leurs facteurs de risque surajoutés qui vont faire progresser l'arthrose. Ce sera donc corriger le surpoids s'il y en a, faire une activité physique régulière non traumatique, plutôt avec des exercices portés. Par exemple, le vélo va être bon, alors que le footing va pas être bon pour ces gens-là. Vous voyez ? Bon. Et ensuite, pour l'instant, en termes de sélection alimentaire, en termes de médication, qu'elle soit locale ou générale, il n'y a rien actuellement que l'on puisse donner
avec des chances pour l'instant de retarder la dégradation du cartilage ou même de faire remonter le capital cartilagineux chez ces patients. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a aucune molécule qui a prouvé ça. Quel type de prise en charge vous proposez du coup pour les patients arthrosiques, hyperalgiques et obèses, puisqu'on sait aussi que c'est des patients qui sont souvent refusés au niveau chirurgical. Donc qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge aussi bien pré que post-opératoire? Dans votre question, dans la prise en charge, il y a deux choses. Il y a la douleur et puis il y a l'avenir. Donc la douleur immédiate, dans l'arthrose, quand il y a des poussées congestives, au plan médicamenteux, ce qui marche le mieux, c'est quand même les anti-inflammatoires. Bon. C'est ce qui a prouvé le plus, qui était le plus efficace dans la poussée congestive. Voilà. Donc essayer de les soulager. Ça peut être aussi par une décharge partielle de l'articulation, le temps de la poussée congestive. Parfois on utilise des thérapies intra-articulaires quand les gens ne peuvent plus marcher. Voilà. Donc ça c'est la première chose, la gestion de la douleur. Ensuite il y a la gestion de l'avenir de ces patients. Quelqu'un d'obèse, Alain vous l'a parfaitement dit, il faut absolument l'amener à réduire son IMC, son indice de masse corporelle, c'est très important, tout en l'amenant à l'activité physique modérée mais régulière. Voilà. Comme l'a dit Alain, c'est vrai, ça a été prouvé, l'activité intensive une fois par semaine, hebdomadaire, est plus délétère que ne l'est une activité physique modérée, régulière, tous les jours, dans l'arthrose et dans la santé en général. Pas que pour l'arthrose, pour le système cardiovasculaire. Donc il faut l'amener, votre patient obèse, à modifier ses activités, enfin ses habitudes, éventuellement le faire maigrir progressivement tout en le musclant, notamment au niveau des membres inférieurs.